C'était un après-midi comme les autres. Jamie était parti jouer avec ses amis et son frère. À son retour, Jamie avait disparu et sa famille s'inquiéta. La police fut alertée et d'importantes recherches furent lancées dans tout Manchester. Un chauffeur de bus du quartier se manifesta et déclara avoir vu Jamie dans son bus le jour de sa disparition. La police obtint des images de vidéosurveillance montrant Jamie à un arrêt de bus en compagnie de Vickers le matin de sa disparition. La vérité, peu à peu, se dévoila dans tout le quartier. Suivez l'histoire de Jamie Lavie. Une situation singulière se présenta, laissant perplexe aussi bien la communauté que les enquêteurs. Pourquoi un inconnu était-il si enthousiaste? En 1997, la famille Lavie vivait sur Buckley Street, dans la ville de Manchester, en Angleterre. Jamie Aaron Lavis, âgé de 8 ans, était l'un des 5 enfants de la famille. Il était décrit comme joueur, joyeux et naturellement curieux, mesurant un peu moins de 4 pieds. Jamie était beaucoup plus petit que la plupart des enfants de son âge. Sa mère, Karen Spooner, a déclaré plus tard qu'elle devait acheter des vêtements conçus pour des enfants de 5 à 6 ans afin qu'ils correspondent à sa petite carrure. Jamie et ses frères et sœurs jouaient souvent ensemble dans la rue où ils vivaient, comme beaucoup d'autres enfants du quartier. Cependant, Jamie avait peur du noir et ne restait jamais dehors tard. Il veillait toujours à être rentré avant le dîner. Pendant le week-end férié, le 5 mai, vers 5 heures de l'après-midi, la famille Lavis se préparait à passer à table pour le dîner. Jamie, qui était sorti jouer plus tôt dans la journée, n'était pas rentré à la maison. Au début, ses parents ont supposé qu'il avait simplement perdu la notion du temps ou qu'il s'était rendu chez un ami à proximité. Mais lorsque 8 heures du soir sont arrivées et que Jamie était toujours introuvable, la famille est devenue de plus en plus inquiète et est sortie dans la rue pour le chercher. Ils ont cherché pendant des heures sans trouver le moindre signe de lui et, plus tard dans la nuit, ils ont été contraints de contacter la police. Ce qui a suivi est rapidement devenu la plus vaste enquête menée à Manchester depuis la tristement célèbre affaire des Moors Murders. Des appels publics ont été lancés et des habitants de toute la région ont participé aux recherches de Jamie. Sa famille a supplié pour son retour sain et sauf, tandis que la police recevait un nombre croissant d'informations et de signalements. Jamie était décrit comme très petit pour son âge, mesurant environ 4 pieds, et portant des vêtements de taille correspondant à ceux d'enfants de 5 à 6 ans. Si quelqu'un sait où se trouve Jimmy ou s'il le nourrit, veuillez contacter la police. Peut-être que toute sa famille l'attend à la maison. Jimmy était décrit comme petit pour son âge. Il mesurait environ 1,20 m. C'est exact. Il portait des vêtements conçus pour les enfants de 5 à 6 ans. Certaines personnes ont déclaré avoir vu Jamie dans le bus numéro 219 vers 10h30 du matin, le jour où il a été vu pour la dernière fois. Selon ces témoignages, il semblerait que Jamie ait envisagé d'acheter un cadeau d'anniversaire pour sa mère. Après les informations concernant cette observation dans le bus, la sœur de Jamie, Jane, a été abordée par un homme qui a affirmé croire avoir vu le garçon. Il lui a demandé « Portait-il un survêtement Reebok bleu foncé ?» Jane a confirmé que la description correspondait parfaitement aux vêtements que Jamie portait ce jour-là. L'homme a été identifié comme étant Darren Vickers, âgé de 28 ans, chauffeur de bus local résidant à environ 3 pâtés de maison du domicile de la famille Lavis. Darren a déclaré à la famille, puis à la police, que le garçon qu'il savait désormais être Jamie avait passé presque toute la journée à circuler dans le bus numéro 219 qu'il conduisait. Selon Darren, Jamie avait acheté un billet journalier, lui permettant de voyager de manière illimitée pendant la journée, et avait passé des heures assis dans le bus, regardant droit devant lui à travers la vitre avant. Darren a indiqué qu'il avait ensuite déposé le garçon dans un secteur proche de son domicile. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, alors qu'aucun signe de Jamie n'était toujours apparu, le chauffeur de bus Darren s'est rapproché de plus en plus de la famille Lavis. À un moment où tout le monde était paniqué et désespéré d'obtenir des réponses, Darren Vickers s'est présenté comme une personne désireuse d'aider et profondément engagée à soutenir la famille. Il s'exprimait fréquemment dans les médias, déclarant que « Il faut être malade pour garder un enfant de cet âge.
Franchement, c'est inadmissible. Si j'avais eu le moindre respect, je l'aurais emmené au poste de police le plus proche. Qu'on le laisse partir, allons donc. Il n'a rien fait de mal, c'est rien du tout. Il le recherche, c'est tout. Progressivement, Darren a commencé à assumer le rôle d'un porte-parole presque officieux de la famille Lavis, tenant des points de presse et s'exprimant en leur nom lorsque ceux-ci n'étaient pas en mesure d'affronter les médias eux-mêmes. Un officier chargé de l'enquête a ensuite décrit Darren comme un pilier pour la famille durant cette période. J'ai le sentiment qu'il est encore en vie. Je ne partage pas la crainte de la police qu'il ait assassiné sa famille. N'y a-t-il personne, quelque part, qui sache où se trouve James ? La famille Lavis en est progressivement venue à considérer Darren comme un soutien émotionnel. Une personne se tenant à leur côté dans les efforts pour retrouver Jamie et le ramener à la maison. Dans ce rôle, Darren a proposé de participer à une reconstitution, retraçant les derniers déplacements connus de Jamie à l'arrêt de bus aux côtés du frère et du père de l'enfant. Avec le temps, toutefois, la proximité de Darren avec la famille et son implication dans l'affaire ont commencé à paraître inhabituelles. L'ampleur de son engagement a suscité des interrogations croissantes au sein de la police. Pourquoi était-il si profondément investi ? Il n'y avait pas que les enquêteurs qui s'interrogeaient. Des membres de la communauté se demandaient également pourquoi un homme sans lien familial était aussi fortement impliqué dans la vie de la famille. Lavis. Finalement, la police a conclu que cette relation n'était pas seulement problématique, mais qu'elle commençait à compromettre sérieusement l'enquête. Le partage d'informations sensibles avec la famille est devenu presque impossible, car des détails parvenaient à plusieurs reprises jusqu'à Darren. Un enquêteur principal a par la suite déclaré que Darren était devenu si profondément intégré que la famille Lavis lui faisait davantage confiance qu'à la police. Alors, qui était Darren Vickers ? Darren Vickers avait 28 ans au moment de la disparition de Jamie Lavis. Il était chauffeur de bus local et vivait à proximité du domicile de la famille de la victime. En apparence, il semblait être un homme ordinaire, avec un emploi stable et aucune raison évidente de se distinguer au sein de la communauté. Cependant, les enquêteurs ont par la suite observé que Darren présentait un schéma consistant à rechercher une présence et un rôle lors de situations de crise. En particulier, lorsque ces circonstances lui apportèrent de l'attention et un sentiment de contrôle. Son approche rapide de la famille Lavis, suivie de son installation progressive au centre de l'affaire, n'a pas été perçue comme un acte spontané, mais comme l'expression d'un modèle comportemental connu en psychologie criminelle. Du point de vue de l'enquête, Darren manifestait des traits compatibles avec une personne cherchant à manipuler les émotions et à se rendre indispensable. Il semblait exploiter la douleur, la confusion et le désespoir de la famille pour créer un lien, tout en franchissant progressivement les limites sociales habituelles, en se plaçant volontairement devant les médias, en s'exprimant au nom de la famille et en s'impliquant profondément dans les recherches. Darren a non seulement renforcé la confiance que les autres lui accordaient, mais il s'est également assuré une position particulière, à la fois comme soutien et comme personne ayant accès à des informations sensibles. Par la suite, plusieurs témoins qui se trouvaient dans le bus numéro 219 ce jour-là se sont manifestés avec des témoignages qui contredisaient fortement la version des faits présentée par Darren. Selon eux, le récit selon lequel Jamie aurait été un simple passager ordinaire, comme n'importe qui d'autre, ne correspondait pas à ce qui s'était réellement produit à bord du bus. Les témoins ont décrit Jamie comme une présence remarquée, se déplaçant dans le véhicule et transformant l'espace en terrain de jeu. Il aurait été vu debout à l'intérieur de la cabine du conducteur et aurait même distribué des billets à d'autres passagers. Je n'aurais jamais pu l'imaginer. Qu'un enfant si jeune puisse disparaître comme ça dans un bus, c'est insupportable d'y penser, c'est un cauchemar pour tout le monde. C'est comme pour n'importe quel enfant avec un ticket journalier, il fait ce qu'il veut. A-t-il payé son ticket ? Il peut vraiment en faire ce qu'il veut ? Darren avait précédemment affirmé que Jamie voyageait avec un billet journalier valable toute la journée. Mais ce détail a soulevé encore davantage de questions. Les enfants n'étaient pas autorisés à acheter un billet Day Saver. Et la police a commencé à s'interroger sur le fait que Jamie ait réellement possédé un tel titre de transport. Ce que les enquêteurs savaient avec certitude. En revanche, c'est que Darren était la dernière personne à avoir reconnu publiquement avoir vu Jamie ce jour-là.
La police est retournée à la gare routière où la chronologie des événements était censée avoir commencé. Des heures d'images de vidéosurveillance du 5 mai ont été examinées et la présence de Jamie sur les lieux a été confirmée. Cependant, les images montraient également Darren Vickers s'approchant du garçon, lui ébouriffant les cheveux et s'entretenant avec lui pendant plusieurs minutes. Une fois de plus, ces éléments ne correspondaient pas au récit que Darren avait fourni à la police. Au moment de la disparition de Jamie, Darren ne travaillait comme chauffeur de bus que depuis quelques jours. En approfondissant leur vérification sur son passé, les enquêteurs ont découvert que presque toutes les références professionnelles qu'il avait fournies étaient fausses, à l'exception d'un seul contact. Identifié par la suite comme une personne ayant déjà été condamnée dans une affaire liée à des faits d'abus sur mineurs. 3 semaines après la déclaration de disparition de Jamie, le 24 mai, les policiers ont décidé de convoquer Darren pour un interrogatoire, pour la famille Lavis. Cette décision a été un choc profond. Ils ne pouvaient pas croire que Darren soit considéré comme une personne d'intérêt, et encore moins comme un suspect potentiel. C'était l'homme en qui ils avaient placé leur confiance, qu'ils avaient accueilli chez eux et sur lequel ils s'étaient appuyés tout au long des recherches de Jamie. La mère de Jamie, Karen, a déclaré plus tard que la famille a pensé que la police était arrivée à une impasse et avait retenu Darren sans raison valable. Elle a expliqué que, durant cette période, ils étaient redevenus proches comme une famille élargie, passant presque chaque heure ensemble à rechercher Jamie. Nous sommes devenus très proches. C'est comme une grande famille maintenant, car nous sommes dehors pratiquement 24 heures sur 24. Nous tous impliqués dans la recherche de Jimmy. À ce stade, Darren Vickers était effectivement traité comme un membre de la famille Lavis. Bien que la police ait commencé à éprouver des doutes, elle ne disposait pas de preuves suffisantes pour engager des poursuites et a été contrainte de le libérer. La famille Lavis a attendu Darren à l'extérieur du commissariat et a même organisé une petite célébration lorsqu'il a été remis en liberté. Elle s'est déclarée blessée et indignée à l'idée que Darren puisse être soupçonné dans la disparition de Jamie. Peu après, Darren a invité une équipe de tournage au domicile de la famille Lavis, affirmant vouloir se défendre publiquement et renforcer sa déclaration d'innocence aux yeux du public. Je n'ai rien à voir avec la disparition de James là, et j'ai le soutien de toute la famille Davis. Après la perquisition de son domicile, Darren est même allé s'installer chez la famille Lavis. Peu de temps après, il a demandé aux parents de Jamie s'ils accepteraient d'être les parrains et marraines de l'enfant qu'il attendait avec sa compagne pour le mois de juillet. Parallèlement, Darren a continué à rechercher activement l'attention des médias. Il a contacté une station de radio locale et a personnellement exposé sa version des faits, en exprimant ses propres opinions au sujet de l'enquête en cours. Eh bien, je revenais de Manchester et je lui ai dit que je devais te déposer ici, car c'était la dernière fois qu'il m'avait vu. Il s'est enfui. Jamie s'est retourné et a dit « Mais mes parents ne sont pas là, je n'ai nulle part où aller !» Alors j'ai dit « Eh bien, il semblerait que tu habites tout près de chez moi. Je peux te ramener à Deadpool et te déposer là-bas quand je rentrerai. » Il était tellement content. Il a dit oui. J'ai demandé « Tu es sûr que tout ira bien ?» Et il a répondu « Oui, c'était la dernière fois qu'on l'a vu. Alors, comment avance l'enquête de police ? Darren, on dirait qu'il ne donne pas beaucoup d'informations. La famille y est censée être la première informée. Oui, mais ils ne nous ont rien dit. Je ne le saurai jamais avant de rentrer chez moi. Je pense toujours qu'il est vivant. Si l'affaire est telle que la police la présente, s'il est vraiment mort, alors il se trompe. Parce que ce que nous voyons, ce qu'il découvre... Après la diffusion de l'émission de radio, des auditeurs ont commencé à appeler pour confronter Darren aux incohérences de son récit. Progressivement, un sentiment commun s'est imposé, quelque chose n'allait pas. À la fin de l'été, les enquêteurs sont parvenus à la conclusion que Jamie Lavis n'était plus en vie et que Darren Vickers en était responsable. Cependant, en raison de l'implication exceptionnellement étroite de Darren auprès de la famille Lavis, la police n'a pas pu partager ses soupçons et a été contrainte de les garder confidentiels à la suite de plusieurs infractions routières graves. Darren a été arrêté et condamné à 10 semaines d'emprisonnement, ce qui l'a temporairement éloigné de la famille pendant que la police poursuivait l'examen des contradictions relevées dans ses déclarations.
Le 14 octobre, les enquêteurs estimèrent disposer d'éléments circonstanciels suffisants pour arrêter Darren Vickers pour enlèvement de Jamie. Bien qu'ils ne disposaient pas encore de preuves suffisantes pour engager des poursuites concernant le décès du garçon. Dans le même temps, la famille de Jamie a été contrainte d'affronter une réalité de plus en plus douloureuse. L'obsession de Darren pour l'attention médiatique a également commencé à se retourner contre lui. Plusieurs adolescents qu'il avait reconnus à la suite des reportages ont pris contact avec la police et ont relaté des expériences qui ont profondément inquiété les enquêteurs. Ils ont déclaré que Darren avait tenté de les conduire vers des zones boisées la nuit. Et l'un d'eux a affirmé que Darren lui avait montré une photo de Jamie, avait pointé vers l'avant et avait dit « Je pense que c'est lui ». Darren a commencé à avancer. Et l'adolescent a immédiatement fait demi-tour et s'est enfui. L'enquête a par la suite révélé des éléments encore plus préoccupants. Selon des témoignages, Darren aurait un jour emmené John, le frère de Jamie âgé de 11 ans, dans une zone boisée et lui aurait donné une cigarette. Darren aurait dit à John que c'était là que se trouvait son jeune frère et l'aurait averti que, s'il ne se comportait pas correctement, c'est là qu'il finirait lui aussi. La sœur de Jamie a par la suite rappelé que Darren avait commencé à accorder une attention inhabituelle à John, lui achetant fréquemment de nouvelles chaussures et un vélo, tout en ignorant largement les autres enfants de la famille, sur la base de ses déclarations. Lorsque la police a élargi l'enquête, elle a lancé une fouille minutieuse et approfondie de la zone boisée décrite par les adolescents, à environ un demi-mile de la route principale. Les agents ont découvert une bâche recouvrant des vêtements correspondant à ceux que Jamie portait le jour de sa disparition. Lors de l'examen de ces vêtements, des spécialistes en médecine légale ont trouvé un petit fragment d'os de la mâchoire enveloppé à l'intérieur. D'autres restes humains ont été retrouvés par la suite dispersés dans la zone, bien que la plupart n'aient jamais été récupérés. Des analyses ADN effectuées sur plusieurs dents de lait ont confirmé que les restes appartenaient à Jamie Lavis. En raison de l'état avancé de décomposition, la cause exacte du décès de Jamie n'a pas pu être formellement déterminée. Darren Vickers a été arrêté et inculpé en lien avec l'enlèvement de Jamie Lavis et le fait d'avoir causé le décès du garçon. Selon la police, à la fin de son service ce jour-là, Darren aurait utilisé son véhicule personnel pour emmener Jamie dans une zone boisée. Les enquêteurs estiment que des actes graves s'y sont produits, entraînant le décès de l'enfant, avant que Darren ne tente de dissimuler ce qu'il avait fait. Par la suite, il s'est profondément intégré au sein de la famille Lavie, en partie pour détourner les soupçons pesant sur lui, et en partie en raison d'une fixation croissante sur l'affaire. Il a également été établi que Darren utilisait du matériel lui permettant d'écouter les communications radio de la police et qu'il se présentait à plusieurs reprises sur des lieux où Jamie aurait été aperçu. Darren a plaidé non coupable et un procès de 7 semaines a suivi. Au cours des débats, il a formulé des accusations graves, affirmant que le père de Jamie était responsable du décès de l'enfant. Il a également soutenu qu'il entretenait une relation avec Karen et qu'elle portait son enfant. Karen a été contrainte de subir des analyses sanguines afin de démontrer que l'enfant n'était pas le sien. Les enquêteurs et les procureurs ont décrit le niveau de manipulation exercé par Darren à l'égard de la famille Lavis et des médias comme extrême et constant. 2 ans après la disparition de Jamie, devant la Crown Court de Manchester, le jury a déclaré Darren Vickers coupable à l'unanimité. Le juge président, le juge Forbes, a salué les efforts de la police ainsi que le courage des adolescents qui s'étaient représentés pour témoigner, et leur a attribué une récompense symbolique publique en reconnaissance de leur bravoure. Après l'annonce du verdict, Darren Vickers a demandé à s'entretenir avec le détective superintendant Roy Renford, responsable de l'enquête. Au cours de cet échange, il est passé aux aveux concernant l'enlèvement de Jamie Lavis et les actes délictuels graves ayant entraîné la disparition de l'enfant. Cependant, peu de temps après, il a contacté les médias pour revenir sur ses déclarations. Malgré ce revirement, la justice a condamné Darren Vickers à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 25 ans. Bien qu'une demande de libération conditionnelle soit théoriquement possible après ce délai, les autorités ont pris des mesures fermes pour s'y opposer. Compte tenu de la gravité des faits, des rapports en milieu carcéral indiquent de par ailleurs que l'individu ne manifestait aucun remords. Tenant des propos déconcertants sur son passé devant les autres détenus,
Roy Renford a par la suite déclaré qu'il estimait que l'incarcération de Darren avait empêché l'émergence d'un délinquant en série déjà en formation. En 2014, Darren Vickers a été gravement agressé alors qu'il purgeait sa peine en prison. Pour la famille Lavie, la perte ne s'est jamais réellement atténuée. Jamie est commémoré chaque jour et ses frères et sœurs ont veillé à ce que leurs propres enfants grandissent en connaissant toute la vérité au sujet de l'oncle dont la vie a été ôtée. Des photographies de Jamie couvrent encore les murs du domicile familial et sa mère, Karen, a déclaré qu'elle continue de ressentir la présence de son fils chaque jour. Darren Vickers a manifesté des traits comportementaux compatibles avec une manipulation orientée vers l'auteur des faits. Un schéma fréquemment documenté dans des affaires impliquant un accès prolongé à des enfants victimes. Plutôt que d'éviter l'attention, il s'est activement placé au centre de la crise. Un comportement reflétant un besoin de contrôler à la fois la situation et la perception qu'en avaient les autres. L'attachement rapide de Vickers à la famille de la victime. Sa volonté de s'exprimer dans les médias et son implication directe dans les recherches suggèrent une forme de dissimulation sociale plutôt que physique. Du point de vue de l'analyse comportementale, Vickers a montré une tendance à brouiller les limites sociales et à exploiter la confiance dans des moments de vulnérabilité. Ces traits sont souvent associés à un narcissisme pathologique combiné à un comportement prédateur opportuniste. Il ne s'est pas contenté de tenter d'éviter les soupçons, mais a surveillé étroitement l'enquête, recueilli des informations et ajusté ses actions en fonction de l'activité policière et des réactions de la communauté. Le fait qu'il ait continué à approcher d'autres mineurs après la disparition de Jamie Lavie indique une escalade, un facteur déterminant dans l'évaluation du risque de récidive. Ces comportements suggèrent que l'individu n'avait pas atteint de résolution psychologique et qu'il aurait probablement continué à causer des préjudices s'il n'avait pas été arrêté. Son aveu initial, suivi d'une rétractation rapide, correspond à un schéma de manipulation observé chez des individus cherchant un sentiment de contrôle plutôt qu'une réelle responsabilité. Du point de vue du profilage, Darren Vickers n'a pas été considéré comme un auteur isolé et spontané, mais comme un individu présentant une structure psychologique dangereuse et un risque crédible d'évolution vers des infractions en série. Son arrestation et son retrait de la société sont dès lors considérés comme une intervention opportune, ayant probablement permis de prévenir d'autres atteintes graves à l'encontre d'enfants. L'affaire de Jamie Lavie laisse derrière elle une leçon douloureuse mais nécessaire pour l'ensemble de la société. Le danger ne provient pas toujours d'inconnus inquiétants. Parfois, il se présente sous l'apparence de la bienveillance, de l'aide et de la fiabilité. Darren Vickers n'a pas approché sa victime par une force immédiate, mais par la proximité, l'attention et une intrusion progressive dans la vie d'une famille en situation de crise. Cela démontre pourquoi les communautés doivent apprendre à reconnaître les comportements de franchissement des limites, en particulier lorsque des enfants sont concernés, quelle que soit l'apparence de confiance que peut inspirer une personne. La confiance aveugle, la baisse de vigilance et la dépendance émotionnelle envers un seul individu peuvent créer des failles dangereuses. Les familles ont besoin du soutien de structures institutionnelles, et non uniquement de la bonne volonté personnelle. Dans le même temps, les enfants doivent être informés que personne n'a le droit de les emmener dans des lieux isolés, de leur demander de garder des secrets ou de les faire se sentir menacés. Quelle que soit l'identité de cette personne, en définitive, la responsabilité ne repose pas uniquement sur la famille de la victime, mais sur la société dans son ensemble. Ce n'est qu'en apprenant à questionner, à prêter attention aux signes d'alerte et à agir à temps que les communautés pourront prévenir de telles tragédies à l'avenir. Cette vidéo a été réalisée à des fins éducatives et pour sensibiliser le public aux enjeux de justice et de protection de l'enfance. Elle n'a pas pour objectif de susciter le sensationnalisme ni de choquer. Merci d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications pour nous rejoindre dans nos prochains documentaires True Crime, où chaque histoire défend la justice pour les enfants, la protection de l'enfance et un monde où chaque enfant est en sécurité. Aimez et écoutez.